les théories économiques libérales définissent la rationalité de l'homme économique par la maximisation. Et en même temps, elles vous disent que agir rationnellement d'une façon générale, c'est maximiser. Alors, maximiser, ça veut dire que les agents économiques cherchent à satisfaire le plus de préférences possibles et le mieux possible leur bien-être. Mais ça veut dire aussi que les entreprises cherchent à maximiser les profits, c'est-à-dire à les accroître. Les travailleurs de même pour leur salaire, ou à maximiser, c'est-à-dire à, si vous voulez, avoir le meilleur rendement possible de leurs atouts dans la concurrence. Alors, bien sûr, toutes ces tendances s'opposent. Mais, miraculeusement, le marché est l'instance qui combine toutes ces tentatives opposées pour leur donner la solution optimale, la meilleure possible. Donc la rationalité maximisatrice définit à la fois la rationalité des actions des agents économiques et en même temps ça définit la rationalité d'un système social défini prioritairement par le marché. Et du coup, on peut dire que la maximisation s'identifie à l'économie telle que la voient essentiellement donc les théories marginalistes et ensuite leurs successeurs néolibéraux. Le consommateur désire obtenir le maximum d'utilité ou de satisfaction et l'entrepreneur le maximum de profit. L'individu qui tente d'obtenir ces maxima respectifs et dit agir rationnellement, c'est le grand classique théorie des jeux et comportement économique de von Neumann et Morgenstern. Vous trouverez ça, page 8 de l'édition originale. Mais en même temps, si le néolibéralisme, on y reviendra, s'identifie à cette rationalité agissante, alors la conclusion s'impose. Il incarne lui-même la raison pratique et s'opposer à lui relève soit d'une mauvaise information, soit de la mauvaise foi idéologique, voire des deux. Dans ce que je viens de dire déjà, vous avez remarqué qu'il y a deux façons, en quelque sorte, de maximiser. La première, c'est de chercher à tirer le maximum d'une grandeur donnée. Bon, gagner le plus d'argent possible, obtenir le meilleur rendement de ses investissements, à la fois techniques et humains, on y reviendra en fin de course. Mais il y a une deuxième façon qui est apparue incidemment, c'est qu'on peut chercher à maximiser un rapport entre les grandeurs. Pour expliquer ce dernier point, je vais faire appel à l'inventeur, on peut dire, de ce principe d'économicité, ce principe général, un monsieur qui l'a inventé à propos de toute autre chose que des investissements. Mais rassurez-vous, on va les voir réapparaître. C'est Leibniz, un philosophe, transition 17e, 18e, il est mort en 1716. Alors chez lui, ça s'applique à quoi? Ça s'applique à justifier la création divine, curieusement. Depuis au moins les épicuriens, on se dit qu'un monde aussi mal foutu, un Dieu qui a fait ça, il a quand même quelques problèmes. Soit il ne pouvait pas prévoir les conséquences, soit il n'a pas vu les conséquences de ce qu'il fabriquait. Auquel cas, disons-le franchement, intellectuellement, il n'est pas très fort. Bon. Soit
il avait prévu les conséquences, et il n'a pas pu les éviter. Dans ce cas-là, il n'est pas très puissant. Hein, on vous dit partout, Dieu il est omniscient et tout-puissant, voilà, il y en a déjà deux qui s'écoulent. Bon. Soit il avait prévu et il pouvait éviter, et alors là c'est une ordure. Bon, il n'y a pas d'autre solution. C'est un pervers. Bon. Alors Leibniz va tenter de sortir l'action divine de ce trilemme embarrassant. Bon. Et comment il s'y prend? Eh bien, justement, il va vous dire, voilà, Dieu, c'est vrai, aurait pu créer un monde nettement meilleur que celui qu'il a créé. Seulement, pour le créer, il aurait dû employer beaucoup plus de moyens. Si vous voulez, il aurait dû dépenser beaucoup plus. Et donc, il n'a pas choisi le monde absolument le meilleur, contrairement à ce que lui fera dire Voltaire dans Candide, qui évidemment fait exprès de ne pas comprendre, hein, c'est évident. Il a choisi le meilleur rapport. Le meilleur rapport qualité-prix, quoi. Bon, vous voyez qu'on voit apparaître le... Hein. Et puis, rassurez-vous aussi, pour ceux qui auraient besoin d'un petit rafraîchissement sur Leibniz, c'est une thèse qui a l'immense mérite de défendre aussi le portefeuille. Si vous lisez le paragraphe 346 de la Théodicée, Leibniz conclut, si on n'était pas dans le meilleur des mondes possibles, le pauvre pourrait râler contre le riche et le valet contre le maître, mais ouf, on est dans le meilleur des mondes possibles, donc les inégalités sont justifiées, c'est QFD. Donc vous voyez que la thèse sert déjà à beaucoup de choses, hein, l'économisation en quelque sorte de la création et accessoirement la justification des inégalités, le tout dans la foulée. Ça, vous voyez, les grands classiques avaient un immense mérite, c'est qu'ils disaient les choses franchement et crûment. Hein. Il nous manque de ce point de vue-là. Alors, Leibniz, lui, avait en plus une distinction, si vous voulez, terminologique. Il distinguait entre le maximum dans une grandeur donnée et l'optimum du rapport. Vous voyez, Dieu n'a pas choisi le maximum dans la création, il a choisi l'optimum du rapport. Voilà. Alors vous me direz pourquoi quand même faire appel à une théorie aussi exotique à propos de la rationalité maximisatrice. Ben, il y a une autre raison encore. C'est tout simplement que Dieu, lui, précisément, quand il a choisi le meilleur des mondes possibles, si on peut dire quand, hein, puisque c'est de toute éternité, il avait prévu toutes les conséquences, et mieux, il avait prévu une infinité de mondes possibles, il avait tout vu à l'avance, et dans cette infinité, il avait évidemment choisi en connaissance de cause celui-là. Autrement dit, la création divine, vous le voyez bien, ça suppose hein, ce Dieu qui sait tout, qui prévoit toutes les conséquences d'une infinité de variantes possibles. Hein. Il avait prévu un monde où Roblin aurait été un type sympa, par exemple, là pas de peau, bon, vous voyez, ou des tas de choses comme ça. Bon, il avait tout prévu. Or, paradoxalement, on va le voir assez vite, pour faire tenir la première version de la rationalité maximisatrice, celle du marché marginaliste, celle de Walras, ben, il faut que les agents économiques ressemblent au bon Dieu. Il faut qu'ils fassent un choix en connaissance de cause, en prévoyant toutes les conséquences de ce qu'ils vont faire. Et donc, vous voyez bien, hein, c'est pour, là encore, si vous voulez une autre référence, pour d'autres qui seraient plus familiers avec d'autres, ils vont ressembler un peu au démon de Laplace, vous savez, il connaît toutes les données actuelles du monde physique, donc il peut calculer ce que sera ce monde physique dans 2500 ans, par exemple. Bon. Eh bien, les agents économiques vont devoir ressembler à tout ça. Des sortes de mini-bons dieux rationnels, hein,
ou des petits démons de la place, comme vous voulez, capables de calculer toutes les conséquences de leur choix. Alors venons-en quand même à l'économie elle-même. Le marché qui va faire fortune dans les théories, d'abord le libéralisme classique, si vous voulez, depuis le 19e siècle, et ensuite le néolibéralisme, le marché marginaliste, celui en gros de Walras, ben, c'est pas du tout un marché concret comme on le voit sur les places du marché du village. C'est un espace assez abstrait où offre et demande se déplacent, vous voyez, selon deux axes, prix et quantité, pour s'équilibrer à un prix donné où l'offre et la demande coïncident. Et ce prix, ce sera le prix d'équilibre du marché. Et tout manuel de base de microéconomie vous inflige encore aujourd'hui ce schéma. Vous voyez, je m'en suis tapé en 4 langues pour être sûr, donc j'ai lu des conneries en 4 langues. Bon, eh ben c'est dans les 4 la même présentation et qui vient effectivement de Léon Walras. Et en même temps, ce marché a son prix d'équilibre quand offre et demande, vous voyez, en quelque sorte coïncident et que donc il y a une liquidation générale du marché. Eh bien, ce prix d'équilibre représente la meilleure façon à la fois de satisfaire les besoins des différents acteurs économiques et comme ça s'applique aussi aux moyens de production, c'est la meilleure façon d'allouer les ressources productives, de les distribuer entre les producteurs. Et donc, vous le voyez bien, ce marché à l'état d'équilibre ressemblerait comme un frère au meilleur des mondes possibles économiques. Ce marché, ben, il confronte, pour vous donner encore un peu de... Il confronte ce que chacun est prêt à sacrifier de ses propres atouts économiques pour obtenir un bien ou une unité de bien destinée à satisfaire ses besoins, et ce que le possesseur de cette unité en attend lui de l'autre côté. Donc lui, il va chercher à maximiser ce qu'il en obtient pour la vendre, mais évidemment, l'autre veut céder le moins possible de ses propres atouts, et donc c'est le marché qui fait le va-et-vient et qui opère l'équilibre de l'offre et de la demande. Et il y a une loi qui gouverne cette transaction, c'est que l'offre d'un bien commence par satisfaire les demandes considérées comme les plus urgentes. Donc si on accroît l'offre, c'est-à-dire si on produit un bien de plus qu'on met sur le marché, d'une unité par exemple, un chou-fleur de plus arrive sur le marché, eh bien ce chou-fleur est censé satisfaire un besoin moins urgent que les choux-fleurs précédents. Voilà. Ça, si vous voulez, c'est l'exemple type que vous trouvez aussi, mais lui, il est de Pareto quand même. Bon. Mais que vous trouvez aussi dans toutes les présentations économiques de base. La première goutte d'eau, celle-là, elle est strictement nécessaire. La seconde est délicieuse, la troisième agréable. Bon, plus ça va, et moi je suis décidé à lâcher de mes propres biens pour obtenir de la flûte. Donc plus j'ai accès à l'eau, moins j'en ai besoin. Alors un autre cadre de l'économie, von Mises, dans Human Action, l'action humaine,
résume la situation comme ça. Si l'offre disponible s'accroît de n-1 unité à n unités, le supplément ne peut être employé qu'à la suppression d'un besoin qui est moins urgent ou moins pénible que le moins urgent ou le moins pénible des besoins qui ont été supprimés au moyen de l'offre n-1. Voilà. C'est cette loi qu'on appelle en d'autres termes l'histoire de la décroissance de l'utilité marginale. Hein. Le supplément d'offre, vous voyez, satisfait un besoin moins urgent. Voilà. Et qui vous explique le schéma canonique. Avec l'accroissement de l'offre, les prix sont censés baisser jusqu'au point où offre et demande s'équilibrent, et à ce moment-là, le marché opère une liquidation générale. Alors, vous me direz, et comment les agents font pour savoir tout ça? Bon, c'est vrai que quand je vais au marché, je ne suis pas censé connaître l'état véritable du marché, l'offre et la demande, etc. Eh bien, ils vous répondent très simplement, les prix vous donnent toutes les informations nécessaires aux décisions optimales que peuvent prendre les agents. Donc les prix, si vous voulez, c'est une sorte de donnée qui manifeste la transparence du marché. Ça, il faut le faire. À l'équilibre. Hein. C'est eux qui portent les informations nécessaires aux décisions optimales et donc qui conjuguent le choix rationnel de chacun et puis la rationalité sociale. Comment ça? Tout marche bien. Hein? Là encore, bon, alors celui-là il est moins glorieux, c'est un économiste allemand. Mais on ne peut pas m'accuser de chauvinisme. Jusqu'ici, je n'ai pas cité un français. Alors, je suis tranquille. Les prix sont les instruments qui dirigent l'activité économique. Les prix guident les porteurs individuels de décision vers des résultats qui, dans bien des cas, maximisent aussi le bien-être social. C'est un certain Mankiv, dans un bouquin qui s'appelle, si vous voulez, Fondements de l'économie sociale. Alors lui, tiens, c'est curieux, il a un petit pincement au cœur, dans bien des cas. Parce que, bon, chez Valras, par exemple, c'est, quand on est à l'équilibre, c'est sûr, c'est pour tout le monde et sans exception. Alors, on va revenir dans bien des cas. Mais donc, vous voyez bien, grâce au prix, les agents, les individus qui sont sur le marché, eh bien, ils connaissent les conséquences de leur choix. Ils sont capables de savoir quel est le choix le meilleur et pourquoi. Les prix transmettent des informations fiables et justes. Valras lui-même introduit toutes ces considérations par la banque. Ainsi, dit-il, l'échange d'une quantité dB de grand B contre une quantité D1 de grand A est avantageux à notre porteur puisque la surface de satisfaction qu'il obtient est supérieure à la surface de satisfaction à laquelle il renonce. Mais cela ne suffit pas. Il faut montrer que ce même échange est plus avantageux que ne le serait tout autre échange d'une quantité de B contre une quantité de A, plus petite ou plus grande. Il faut montrer que cet échange est le meilleur. Donc vous voyez bien, on est bien dans la position des gars qui savent tout, voient tout, entendent tout, grâce au prix. Ce que
maximise, dit encore Walras, l'agent économique, c'est l'utilité extensive et intensive d'un bien. L'homme économique, l'homme du modèle économique aujourd'hui encore dominant, le voilà. Défini par les grands classiques de l'économie. Alors, on peut, avec encore un autre économiste, concentrer sa présentation dans les traits suivants. Cet homme économique désigne, nous dit un économiste allemand qui s'appelle Franz, il désigne un acteur fictif qui agit dans son intérêt propre, de façon rationnelle, c'est-à-dire maximisatrice, qui maximise son utilité propre, qui a des préférences stables et qui dispose d'une information complète. Alors, qui a des préférences stables, ça veut dire qu'il ne change pas d'avis en cours de route. Il a toujours une échelle de préférences bien ordonnée, et il n'en change pas. On comprend qu'il est fictif au début. Parce que vous commencez à voir que cet agent économique, c'est personne, en clair. Par exemple, von Mises, que je citais tout à l'heure, qui est un des grands classiques de ces théories, von Mises passe son temps dans son bouquin à nous dire « Ah, mais bon, l'homme économique, c'est un modèle abstrait », puis après à nous dire « Oui, mais c'est quand même comme ça que ça marche en économie », et on se demande tout le temps comment il arrive à relier les deux. Là, on voit apparaître le problème. Les préférences, vous voyez, sont considérées comme données, de même que leur ordre et leur invariabilité. Ce sont des variables, comme ils disent, exogènes à la théorie, extérieures, si vous voulez, et du coup, elle se permet de ne pas en donner l'explication. Elle ne cherche pas à en donner la genèse. Il m'est arrivé une fois de m'engueuler avec un économiste traditionnel quand j'étais prof à Rouen, dans une vie très antérieure. Le gars m'a dit « Ah, mais ça, c'est de la sociologie ou de la métaphysique. » L'origine des besoins, la formation des besoins. C'est de la sociologie ou de la métaphysique, sous-entendu, nous, on s'en fout. L'ordre des préférences est stable, fixe, invariable et tout ce que vous... Voilà. Or, si vous vous souvenez, au début, la première citation que je vous ai faite, celle de von Neumann et Morgenstern, ils disaient carrément, ils présentaient ça comme une sorte de définition. Ils ne se donnaient même pas le mal de justifier la maximisation, ils disaient c'est comme ça, c'est une définition. On les comprend parce que précisément ils nous expliquent que c'est une nécessité interne de la théorie. Pour que ça marche, il faut que ce soit comme ça. Les discussions suivantes, disent-ils, montrent qu'on ne peut éviter l'assumption que tous les sujets de l'économie en considération sont complètement informés des caractéristiques physiques de la situation dans laquelle ils opèrent et qu'ils sont capables d'accomplir toutes les opérations statistiques mathématiques que ce savoir rend possible. Il faut être fort pour aller acheter des choux-fleurs au marché. Ah ben, c'est pas. Tout simplement parce que la connaissance des prix vous permet d'évaluer la demande et qu'inversement, quand vous connaissez la demande, vous ne vous faites pas avoir sur les prix. Finalement, vous voyez, l'agent peut considérer prix et quantité comme des données, en quelque sorte, toutes faites, visibles là sur le marché. Et Hayek, on voit apparaître le premier canard néolibéral, Hayek voit dans ce savoir parfait tout simplement une définition quasi tautologique de l'équilibre valration.
La proposition, dit-il, affirmant que si les gens savent tout, ils sont en équilibre, est vraie simplement parce que c'est la façon dont nous définissons l'équilibre. Bon. Donc c'est un axiome. Voilà. Alors, résumons. On cherche tous à maximiser notre utilité. Le marché, en équilibrant offre et demande, opère la meilleure distribution possible et optimise au mieux toutes ses utilités. Alors, il y a juste un petit problème que je vais faire apparaître maintenant, c'est que sur un marché à l'état d'équilibre, tout est vendu au coût de production. Alors, qu'est-ce que c'est que le coût de production? Ben, c'est ce que vous avez payé pour l'usage normal des machines, toutes les matières premières, je résume vite, hein, et puis le travail. Pour le moment, on va dire le travail. Hein? Bon. Mais si vous payez tout ça au coût de production, et si vous vendez au coût de production, il n'y a pas de profit. Eh ben oui, c'est quoi? Pour expliquer l'économie capitaliste, hein, ça devient un peu délicat. Alors, il y en a un qui a craché le morceau carrément, parce que parmi les économistes, il y a aussi des types francs et souvent d'ailleurs non dénués d'humour. Celui-là s'appelle Chitowski et il a carrément craché le morceau. Les profits sont un signe de déséquilibre et l'ampleur des profits sous une libre concurrence peut être regardée comme un indice grossier du degré de déséquilibre. Voilà. Donc il faut croire que quelque part, il y a au moins un marché où l'offre ne suit pas la demande ou réciproquement. Vous voyez? Seulement attention, le marché valration, il ne marche que si tous les marchés sont en équilibre. S'il y en a un qui fait défaut, hop, il faut tout refaire pour remettre tout le monde à l'équilibre. Mais s'il y a un marché qui est tout le temps quelque part en déséquilibre, ben, l'équilibre valration, là ils ne veulent pas dans le meilleur des mondes possibles, ils veulent dans le monde des idées platoniciens ou un truc comme ça, vous voyez, et il s'est envolé. C'est tout simple. L'analyse microéconomique traditionnelle, elle ne connaît que des gains de l'entreprise, qui devraient venir de sa vente. Bon. Mais précisément, comme on le disait, si tout est vendu et acheté au coût de production, ben, il n'y a pas vraiment de gain. Bon. Alors, les classiques, ils avaient deux façons de résoudre le problème. Il y en avait, bon, comme Malthus, par exemple, avant même les marginalistes et tout ça, qui tentaient de sortir du problème en disant en réalité, le capital, c'est de l'épargne. Le capitaliste, il se serre la ceinture, ça se voit tous les jours, et c'est sur cette épargne qu'il trouve du capital à investir. Bon. En allant à ce rythme-là, on n'aurait pas construit beaucoup de kilomètres de chemin de fer en France. Bon. Les autres, en particulier après Malthus, ils essayaient de s'en sortir autrement. Jean-Baptiste Say, enfin non, lui il coïncide à peu près avec Malthus. Et Jean-Baptiste Say, c'était « Ah oui, mais le capital augmente la productivité du travail et les profits, en quelque sorte, c'est le fruit de cet accroissement de la productivité du travail. » Sous-entendu, c'est la juste rémunération de ce que le capital, vous voyez, permet
dans l'accroissement de la productivité du travail. Bon. Alors vous avez un méchant barbu qui a fait remarquer que pour avoir du capital qui permette d'augmenter la productivité du travail, il fallait déjà le voir former. C'est l'œuf et la poule, si vous voulez. On va le retrouver. Parce que vous voyez bien aussi la conséquence. S'il n'y a pas de profit sur un marché à l'équilibre marginaliste, bah, là, il y a un méchant barbu, toujours le même, qui vous a fait remarquer qu'il y a un marché qui est à peu près constamment en déséquilibre, c'est le marché du travail. Mais qu'accessoirement, sur le marché du travail, bah, il y a une marchandise qui pisse nettement plus de valeur qu'elle n'en coûte. Donc, ça s'appelle la force de travail, et c'est elle qui forme le profit. Vous voyez, bon, mais celui-là, évidemment, c'est un méchant. Alors, vous remarquerez aussi que dans la théorie, le marché traite finalement toutes les préférences individuelles et toutes les maximisations comme homogénéisables à tout le moins. On peut même dire comme homogènes. L'un veut plus de salaire, l'autre veut plus de profit. Bon, le marché, hop, vous équilibre tout ça. Et il réalise donc la distribution optimale. Seulement, est-ce que toutes ces maximisations sont vraiment homogènes? Vous voyez bien que le méchant barbu nous a déjà dit non. Donc, hein, en clair. Bon. Mais, élargissons. Bon. Est-ce que la recherche du profit est homogène avec le désir de maximiser l'usage des ressources, par exemple, en fonction de l'environnement? Ça devient déjà nettement plus précaire. Bon. Et là, souvenez-vous, on va sortir le deuxième cadre fondateur du néolibéralisme. Souvenez-vous d'une déclaration de M. Milton Friedman. Bon. Qui rejette toute responsabilité sociale des entreprises, sauf le profit. Il y a une et une seule responsabilité sociale de l'entreprise, utiliser ses ressources et s'engager dans des activités conçues pour augmenter ses profits, tant qu'elle respecte les règles du jeu, c'est-à-dire qu'elle s'engage dans une concurrence ouverte et libre, sans duperie ou fraude. Ce qui consiste à dire en clair que les responsabilités sociales ne sont pas du domaine de l'entreprise, mais du domaine des individus. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, hein, c'est aux individus de prendre ça en charge. Bon, ils font ce qu'ils veulent, hein, ils filent des sous à une association, à la Société protectrice des animaux. Bon, étant donné en plus, aux yeux de Milton Friedman, que si vous attendez l'action de l'État, vous pouvez attendre longtemps. Remarquez là, il n'y a pas tout à fait de... Enfin, bon. Alors, vous voyez bien, on a tout à l'heure parlé donc, du problème de l'origine du profit, mais voilà que brusquement, d'autres impasses se révèlent. Peut-on maximiser à la fois le profit et la protection de l'environnement? Le profit et la durabilité des biens. Songez à tous les phénomènes d'obsolescence programmée, songez aux histoires de logiciels truqueurs. Bon. Il y a des fois où il faut savoir choisir entre le profit et l'environnement, entre le profit et la durabilité des biens, ou accessoirement d'ailleurs, des biens plus durables, c'est peut-être moins de dépenses de matières premières, donc une optimisation indirecte des ressources. Bon. Et même, désormais, est-ce que la logique à court terme du profit financier
s'accorde avec la logique de l'investissement productif à long terme. Question un peu étrange, mais vous avez des types qui ne sont pas du tout des bolcheviques impénitents, qui vous ont expliqué, par exemple, chiffre en main, que la maximisation du profit financier, et en particulier donc du profit des actionnaires, conduit à long terme à la baisse des investissements et donc à la baisse du taux de profit. Paul Krugman, par exemple, pour citer que lui. Ou Wolfgang Streeck, lui, il est beaucoup plus marqué à gauche, hein, c'est l'ancien directeur, si vous voulez, de l'Institut de recherche sociale, qui est l'héritier de l'école de Francfort. Donc on commence à voir que la maximisation pose des problèmes pas du tout clairs, et que la transparence du marché et tout ça commence à avoir bien de la peine à se maintenir. Mais en réalité, cette maximisation, elle a été attaquée de toutes parts. On a soulevé des difficultés psychologiques. On a soulevé, par exemple, l'irréalisme de l'homme économique dont on a déjà parlé. Là encore, un philosophe anglais qui n'a rien d'un excité révolutionnaire, hein, Joseph Raz, dans Morality of Freedom, montrait l'hétérogénéité des valeurs et des styles de vie. Est-ce que vous pouvez vraiment homogénéiser les exigences d'un clarinettiste et celles d'un avocat d'affaires? Mais concrètement, c'est des choix qui se posent. Les individus, très souvent, hésitent entre des carrières différentes. Et ils ne se rallient pas forcément à celles qui, par exemple, maximisent leur bien-être, leur satisfaction. Alors ils diront, ah oui, mais ils maximisent autre chose, leur bien-être intellectuel. Sauf que là, on compare des choses qui deviennent strictement incommensurables. Comme si vous compariez, je ne sais pas moi, 10 tonnes de chou-fleur et le requiem de Mozart. Hétérogénéité des valeurs, des styles de vie. Il y a de l'incommensurable, et donc des choix psychologiques qui défient l'organisation des préférences. Que doit faire le physicien pacifiste au chômage à qui on offre un poste au ministère des Armées dans la production d'armes de destruction massive? Alors vous me direz qu'à la limite, bon, pas tant que ça, ça s'est posé dans la Seconde Guerre mondiale, à un moment où ils ont choisi, souvent, de participer à la construction d'armes atomiques pour éviter qu'Hitler les avant eux. Bon. Et parfois, ils s'en sont pas remis, psychologiquement parlant. Hein. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas du tout des choix en l'air. Hein. Et puis, même dans la vie courante, il faut nourrir sa famille. On ne peut pas détruire sa propre qualification, c'est pas si facile de faire tout ce genre de choix. Autrement dit, le monde que nous dépeignait le marché, c'est un monde politiquement et éthiquement totalement plat. Un monde sans ambivalence. Mais pas de chance, notre monde réel, il est bourré d'ambivalence. De conflits réels auxquels on ne peut pas échapper et sur lesquels on ne peut pas passer comme ça. Vorrei, vorrei, dit Zerlin dans Don Giovanni de Mozart, quand Don Giovanni veut lui expliquer la vie. Vous voyez, hein, je voudrais, mais je ne voudrais pas. Hein, voilà. On est tous pris dans des conflits de ce type qui font sauter le bel idéal des préférences bien ordonnées dont on parlait tout à l'heure. L'ambivalence des désirs est-elle fondamentalement irrationnelle? Impossible de dire ça
sans dire que c'est simplement un problème purement personnel qui n'a aucune validité sociale objective. Alors bien sûr, bon, on a complexifié le schéma initial, si j'ose dire. En particulier, on sait très bien que les agents économiques n'agissent pas en connaissance de cause. Bon. Dans une situation de certitude. Alors, comme ils disent, dans la théorie, ils agissent sous risque. Alors, sous risque, ça veut dire qu'on peut évaluer le risque, on peut faire un calcul de probabilité. Bon. Quand on est sous incertitude, c'est plus chiant, c'est que là, on ne peut plus calculer. Mais même sous risque, la théorie prévoit la possibilité de maximiser. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'utilité espérée ou attendue. Bon. Pour saisir le problème, on va supposer deux situations, si vous voulez, où on m'offre un peu deux loteries différentes, pour dire les choses vite fait. Situation 1. J'hérite de 1000 euros. Bon, c'est pas énorme. J'ai le choix entre garder mes 1000 et les jouer à une loterie multiple où j'ai, disons, 10% de chance de tout perdre, et donc il reste 80% de chance de gagner beaucoup plus, disons 10 000. Là, la théorie vous dit, ben mon pote, tu peux gagner nettement plus, faut jouer, et donc risquer de perdre. Bon. Dans la vie courante, il y a des tas de gens qui vont dire, pas du tout. Comme disaient les paysans normands que j'ai fréquentés dans mon enfance, un bon tien vaut mieux que deux tu l'auras, on joue la sécurité, et je garde mes 1000. Est-ce qu'ils sont irrationnels? La théorie vous dit tranquillement oui. Bon, élargissant. Monsieur Macron, connu par ailleurs, a dit aux Français, faut foutre votre fric à la bourse. Et pour vous en convaincre, je vais baisser le taux du livret de caisse d'épargne. Bon, pas de peau, j'ai lu dans le Monde il n'y a pas très longtemps que ces connards de Français profondément irrationnels, mais échaudés par la crise de 2008, continuent à foutre leur fric à la caisse d'épargne, plutôt que d'aller jouer en bourse. Est-ce qu'ils sont si irrationnels que ça? Hein? Est-il irrationnel d'être le père de famille qui place son argent en sécurité? Et en plus là, vous voyez bien, ce type de psychologie sera très probablement dépendante du milieu. Celui qui va dire « Ah oui, si, il faut jouer, il faut y aller », c'est par exemple le trader. Mais vous remarquerez que lui, il ne joue pas avec son fric. Ben oui, ça fait déjà une petite différence. Évidemment, si je suis dans une deuxième loterie, où j'ai, disons, 10% de chance de gagner 1000, et 90% de chance de tout perdre, et une loterie voisine où j'ai 11% de chance de gagner et 89% de chance de perdre, ben là, je vais quand même probablement jouer, vous voyez, la loterie qui rapportera le plus. Mais c'est parce qu'il n'y a plus la sécurité. Alors, celui qui a le premier, parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est la base, si vous voulez, de toutes les théories, justement, anglo-saxonnes. Et celui qui s'y est le premier opposé, c'était Maurice Allais, qui était un économiste libéral français, qui justement opposait ce qu'il appelait l'effet de certitude. Bon. Le bon tien qui, bah oui, quand on a d'autres problèmes que d'être trader, bah
On va privilégier la certitude. Hein. L'expérience montre, disait Maurice Allais, que des gens très prudents, considérés communément comme rationnels, peuvent préférer 4 $ à une chance sur 2 de gagner 10 $, voire un gain de 400 $ à une chance sur 2 d'en gagner 1000. Et ici, la rationalité maximisatrice est contre-intuitive. C'est pas ce que font les gens, et c'est si vrai que Maurice Allais s'amusait à faire passer des questionnaires à ses collègues américains, en leur posant des petites colles sur des loteries imaginaires, et ils répondaient tous à côté de leur théorie. Y compris, par exemple, Paul Samuelson, la grande vedette des années 50 de l'économie américaine. Prix Nobel et tout le baratin. Hein. Et donc, cette rationalité maximisatrice, elle a été attaquée, mais de tous les bords. Et depuis très longtemps, en réalité. Dès l'Antiquité. Bon. Par exemple, Aristote ou Philonème, un épicurien, ont dénoncé l'assimilation de l'acquisition avec la course à la maximisation. Bon. Ce qu'Aristote appelait la crématistique, l'art d'acquérir du pognon pour acquérir du pognon. Bon. Entre autres, les deux d'ailleurs ont un argument assez imparable. Vous courez après un maximum que vous n'êtes pas foutu de déterminer. Donc que vous ne pouvez de toute façon pas atteindre. Avoir tout et vouloir plus. Dans le film de Huston, Kilargo, si vous vous souvenez, peut-être que vous... Le gangster joué par Edward G. Robinson, à un moment, se demande ce qu'il veut. Et c'est le rôle de Bogart qui lui souffle la réponse. You want more. Et l'autre, yeah, I want more. Je veux plus. Alors, plus de quoi? Pourquoi faire? Non. Et jusqu'où? Plus proche de nous, Max Weber, par exemple, voit dans la maximisation une logique comptable qui appartient, si vous voulez, à la rationalisation capitaliste de l'entreprise. Mais nous dit-il, jamais de la vie pour le comportement des individus. Les individus ne suivent la maximisation que quand ils sont contraints par l'environnement de l'entreprise capitaliste. Les principes universels que la théorie économique avance, écrit-il, sont uniquement des constructions exprimant quelles conséquences l'agir de l'individu dans son entrelacement avec celui de tous les autres devrait avoir si tout individu structurait son comportement envers le milieu exclusivement selon les principes de la comptabilité commerciale. Donc, en ce sens, rationnellement. Et il ajoute, cela n'est notoirement pas le cas. Donc, vous voyez bien, hein, là, ça consiste à nous dire, en dehors des problèmes d'économie d'entreprise, la maximisation, ça marche jamais. Et même pour la maximisation des entreprises, une autre vedette, disons, de la première de l'économie américaine, Herbert Simon, a en somme essayé de démolir la maximisation, y compris pour les entreprises. On l'a dit, maximiser, ça suppose qu'on connaisse les conséquences. Par exemple, que on suppose comme données tous les facteurs
qui permettent de maximiser le profit, par exemple la productivité du travail, donc la façon dont les machines fonctionnent, etc. Or, disait Herbert Simon, bah, c'est du pipeau parce que précisément, ça change sans arrêt. Une des caractéristiques encore du marché valoracien, c'est de considérer comme historiquement neutralisé, si vous voulez, les changements de productivité sur le marché. Vous voyez ? Or, dit Herbert Simon, ben, bien évidemment, ça n'a jamais fonctionné comme ça. Et s'il y a de la nouveauté, eh ben, vos calculs ils sont brusquement foutus en l'air. Et donc, vous êtes obligé de vous déplacer à toute vitesse vers de nouvelles directions, bien plus importantes pour vous que la maximisation proprement dite. Le plus important, disait-il dans une entreprise, c'est d'identifier les nouveaux problèmes, d'identifier les changements, en quelque sorte de les anticiper le plus vite possible. Et pour ça, il faut parfois sacrifier la maximisation. Si vous préférez, le rapport au temps et à l'innovation devient bien plus important que la rationalité instrumentale moyen-fin. Vous voyez, moyen pour un but. Non, il faut peut-être justement changer de but. Et vite fait, hein, en anticipant l'évolution du marché. Et évidemment, c'est ce qui a amené Herbert Simon à s'opposer à la rationalité parfaite des agents économistes, au petit bon Dieu calculateur qu'on a vu au départ. Le marché lui-même, il comporte bien trop d'inconnus pour être lui-même rationnel au sens de la théorie. Et la raison individuelle, elle n'est jamais totalement rationnelle. Et en deux sens. Elle est d'abord jamais totalement cohérente. Elle est, en ce sens-là, limitée, si vous voulez, au premier sens que elle ne peut jamais totalement dominer, vous voyez, même les données du calcul, en admettant qu'elles existent. Mais en plus, elle est limitée dans un deuxième sens. C'est qu'elle dépend justement du contexte, des informations qui lui sont données. Alors en français, il n'y a qu'un mot, c'est plus simple en anglais, parce que le premier sens, c'est limité, le deuxième, c'est bounded, lié. La raison, elle a les mains liées au contexte économique, et comme on a vu, le contexte économique, pas de peau, il change. Donc la raison, elle court derrière, avec ses petits moyens. Et du coup, nous dit Herbert Simon, ce que font les agents économiques, c'est pas du tout de chercher à tout prix la maximisation. Ils cherchent la cote, si j'ose dire, la cote la moins mal taillée entre tout ça. Plutôt que le meilleur, ils cherchent du mieux par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Des possibilités, dit-il, qui sont des améliorations. Donc au lieu, par exemple, de maximiser les profits à tout prix, l'entreprise va chercher un certain niveau de profit, une certaine part de marché qui lui permet de se maintenir. Donc, si vous voulez, atteindre certaines conditions qui lui paraissent sine qua non, indispensables, plutôt que de maximiser à tout prix. En particulier, songez, ça c'est pas Herbert Simon, mais c'est ce qu'on a vu après la guerre, à la même époque, à la nécessité parfois de faire des compromis sociaux. Il faut parfois perdre un peu de fric pour avoir la paix sociale. Le capitalisme allemand, si vous voulez, des années 50. Et enfin non, mais bon. La maximisation a été flinguée encore d'un point de vue, alors là, strictement psychologique,
par deux pontes de la psychologie américaine dont vous avez probablement entendu les noms, Kahneman et Tversky. Eux, ils ont procédé par enquête sur l'analyse des raisonnements des individus. Comment les individus raisonnent vraiment, quoi, hein, hors de la théorie. Bon. Alors prenons un hypothétique professeur de philosophie à la retraite, hein, voulant acheter une nouvelle voiture. Bon. Comment il va procéder? Déjà, il ne va pas commencer par se demander de la Rolls ou de la Bentley, laquelle satisfera le mieux sa transportabilité éminente. Bon, c'est déjà foutu d'avance. Bon. Il ne va même pas se demander quelle est la meilleure solution possible compte tenu d'une retraite nettement plus modeste que celle évoquée ci-dessus. Il va se dire, donc, quels sont mes problèmes? J'ai besoin d'un plus grand coffre pour promener mes petits-enfants. Bon. Non, pas dans le coffre, mais pour les bagages. Non, le grand-père en question est supposé être un bon grand-père. Bon. Et celui qui dit le contraire, je me fâche. Je veux aussi, par rapport à mon véhicule actuel, améliorer la sécurité. Vous voyez? Et puis, comme j'y connais rien, je me fie un peu aux copains qui me disent « Ah, ça, c'est pas forcément mal. » Bon, et éventuellement, par exemple, même à une expérience faite sur une location de bagnole. Ah, celle-là, elle m'a bien plu quand je l'ai conduite, quoi. Et puis elle reste dans mes prix. Bon. Donc, ce qu'il cherche, là encore, c'est des améliorations relatives à sa situation actuelle. Il ne cherche pas à maximiser. Il se dit, qu'est-ce qui peut être mieux compte tenu des petits problèmes? Qu'est-ce qui va améliorer ma situation actuelle? Et donc, la cote la moins mal foutue, si vous voulez, pour accorder tout ça. Et pour maximiser, il faudrait qu'il ait justement toutes les connaissances qu'il a pas. Bon. C'est bien aussi, il y a un prof de philo qui a fait un bouquin, je vous conseille d'ailleurs vachement vivement, qui s'appelle L'Oge du carburateur. Bon. Mais lui, c'est peut-être le seul prof de philo, il est américain d'ailleurs, qui a démonté un moteur de bagnole et de moto. Bon. Beaucoup de grands-pères anciens philosophes ne l'ont pas fait. Et donc, en fait, l'idée de maximiser, pour eux, c'est une mythologie, quoi. Alors, il y a évidemment plein de questions qui, du coup, se dressent. Si personne ne maximise, comment expliquer justement que si peu de gens maximisent? Comment la théorie s'en sort-elle pour nous expliquer qu'il n'y a personne qui maximise quand on vous a dit que la rationalité était maximisatrice? Alors là, il y en a un qui s'est attaqué au boulot, c'est John Stuart Mill, qui a défini l'homme économique comme un maximisateur, tout en expliquant pourquoi ça ne marchait pas. C'est que l'homme concret, d'un côté, voudrait bien maximiser, mais de l'autre côté, c'est un hédoniste forcené, vous voyez, et la deuxième tendance, la course après la paresse et ses petits plaisirs, nuit à la première. Donc il ne maximise pas parce qu'il court après, vous voyez, la jouissance présente, comme il dit, l'aversion pour le travail et la jouissance présente de satisfaction coûteuse. Bon, c'est très curieux d'ailleurs, parce que c'est un des rares passages où il y a un véritable moralisme chez un type qui, il faut le dire, par ailleurs, ne l'est pas. Mais par contre, à peu près, un peu après d'ailleurs, parce que cet article de Stuart Mill doit dater de 1844, un peu après, alors vous avez le même type de considération, mais là, avec un coup de talon moral sur la botte de l'ouvrier, c'est Monsieur Thiers. Vous voyez, l'ignoble Monsieur Thiers. Alors bon, il y a encore toutes sortes de problèmes autour de la maximisation.
Des philosophes comme David Gauthier ont tenté de montrer que le maximisateur à tout va, forcené, si vous voulez, qui voudrait toujours tout maximiser, en réalité, ça serait un imbécile et un fou. Tout simplement parce que si on maximise à tous les coups, on a une conduite nécessairement de défection dans la coopération. Bon. Mais si vous voyez, dès que ça vous arrange, hop, vous cassez la coopération et vous retirez vos billes du jeu. Mais si vous faites ça, c'est évident que les autres vont vous saquer à la première occasion venue. Et que donc ça se retourne contre vous. Le maximisateur universel, c'est le type qui casse la coopération et qui du coup se condamne lui-même. Vous voyez là, bon, juste un petit truc, bon, l'autre aïeul, je vous ai cité la version archéologique chez Leibniz, mais il y a une autre version archéologique de la maximisation, c'est Hobbes, tout simplement, dans le traité de la nature humaine, la vie comme course, vous voyez, où tout le monde court, tout le monde court, tout le monde court, ouais, et puis je suis vachement content quand je double le record, ça s'appelle la gloriole, il le dit, c'est comme ça qu'il faut traduire, et puis Hobbes lui-même conclut, bah oui, mais la course, elle n'a qu'une fin, c'est quand vous crevez, voilà. La seule fin, c'est la mort. Chapitre 9 du traité de la nature humaine, une autre lecture que... Voilà. Alors vous me direz, bon, on vient de tirer sur le lapin de la maximisation de tous les bords. Bon, la messe est dite. Ben non. Les néolibéraux, ça les a pas arrêtés. L'homme économique n'existe pas. Mais on s'en fout, on va le fabriquer. Bon. La maximisation, on va vous l'imposer. Bon. Et on va transformer toute la vie en une entreprise de maximisation. La science économique marche à la croyance, vous voyez, sur les agents économiques. Ce sont les entreprises qui érigent l'homme économique en modèle à imiter et à imposer. Devenez les entrepreneurs de votre vie. Tel est le slogan, et la vie elle-même n'est plus qu'une vaste métaphore de l'entreprise, comme le dit si bien un type qui s'appelle Ulrich Brückling, qui est un sociologue allemand, dans un bouquin qui s'appelle Le moi entrepreneurial. Devenez coach de vous-même. Celui qui sait se vendre comme une savonnette et qui sait faire triompher dans son entreprise la production de profit et la maximisation de son utilité propre, y compris contre les autres. Le secret du management. Voilà. D'abord, déplacer les antagonismes des rapports sociaux vers les relations interindividuelles. Par exemple, les faire reporter sur les équipes de travail dans la production. Démerdez-vous. Reporter tous les problèmes de sécurité sociale sur les individus. Prenez soin de vous-même. Tout problème interne se trouve traduit en termes de stress, donc psychologisé. Ce qui rejette évidemment la responsabilité sur les stressés et pas sur les stresseurs. Faire, vous le voyez bien, de l'homme économique
une normalité psychologique qui définit une pathologie. La preuve d'ailleurs. Le coaching d'entreprise, là encore, je me suis tapé des saloperies, mais alors vraiment, des trucs mais incroyables en plusieurs langues, parce que vous savez, quand je fais un truc, je suis têtu, quoi. Ben, c'est comme ça qu'ils vous le disent. C'est ce qu'ils vont appeler, par exemple, la problématique, eux, de la résilience, en déviant le terme, d'ailleurs, hein, de son sens d'origine. Parce que je vous rappelle, le sens d'origine, en gros, du terme, c'est, si vous voulez, le rétablissement de sa personnalité dans des conditions souvent difficiles après un traumatisme exceptionnel. Bon, hein, la survie quand vous revenez d'Auschwitz, vous voyez, ou des trucs comme ça. Bon. Mais là, la résilience, ça consiste à dire, ben oui, c'est comme les tissus, vous savez, que vous pouvez déformer et qui reprennent leur forme après. Nous, on va s'arranger pour que vous repreniez votre forme. Et puis, mieux, hein, pour pas que vous soyez déformé face au stress d'entreprise, eh ben, on va essayer de vous rendre plus fort avant. Anticiper sur la déformation. Vous voyez ? Mais ça consiste à dire quoi? Ça consiste à dire que c'est vous qui n'êtes pas assez fort, qui n'êtes pas assez structuré pour tenir le coup. Bon. Hein? Dans le procès de France Télécom, c'est pas la direction de France Télécom qui a harcelé les employés. C'est les employés, hein, qui n'étaient pas assez costauds ni assez déterminés pour tenir face à la nécessité de sauver l'entreprise. Bon. Donc vous voyez, produire, hein, le maximisateur. Gérer le chaos du marché, ses contradictions. Comme dit encore Brooklyn, très bien, changer l'impuissance en activisme. Souvent d'ailleurs, vous remarquerez que ce mode de mobilisation est fictif. C'est-à-dire que la stimulation, comme ils disent, c'est en fait une simulation. Ceux d'en face sont bien obligés de faire semblant d'être convaincus. Hein? Même d'ailleurs, quand ils savent qu'on va au désastre. Songez tout simplement que tous les traders qui, avant 2008, ont dit dans leurs banques respectives, oh les mecs, on va se casser la gueule. Ils ont tous été menacés, soit vous la fermez, soit vous êtes virés. Bon. Mais il faut dire aussi que le résultat a été à la hauteur des espérances. Et alors, vous avez des tas de théories pour soutenir ça. Par exemple, la théorie du steward. Le steward dans l'avion est en quelque sorte son comportement, si vous voulez, le comportement du steward dans l'avion est ordonné de façon que les comportements collectifs, organisationnels, ont une utilité plus grande que les comportements individualistes à son propre service. Alors là, vous voyez, traduit en clair, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il a été bien dressé à sacrifier ses préférences et son utilité personnelle à l'utilité collective de l'entreprise. Bon. Lui, il maximise plus. Il cherche à atteindre les objectifs de l'organisation. Exemple donc de parfaits conformistes qui croient que leurs intérêts sont alignés sur ceux de la firme et de ses propriétaires. Ça, c'est un article de Donaldson et Davis, donc d'ailleurs ils sont trois, Davis, Sherman et Donaldson, vers une théorie à la mode Stewart, si vous voulez, du management. Alors qu'est-ce qui motive le steward? D'abord la structure de sa tâche. Il doit servir.
sont pas les incitations externes, mais les récompenses intrinsèques qui sont le moteur du comportement de l'employé. Et c'est en fait, alors vous allez voir comment on retourne les problèmes. Le gars est obligé de se débrouiller face à un public qui n'est pas toujours facile, il faut savoir ménager, etc. Il faut qu'il se débrouille. Bah, on vous retourne ça en vous disant, bah oui, bah là il est autonome. Donc ce qui m'intéresse dans son boulot, c'est d'être autonome. Tout en, évidemment, satisfaisant parfaitement les objectifs de l'entreprise. Sa motivation essentielle, ajoute nos 3 pignoufs, c'est l'identification. Il s'identifie à l'entreprise. Plus conformiste, tu crèves. Bon. Et l'identification, elle marche à la confiance. Vous m'imaginez avoir confiance dans un ministre de l'Éducation nationale franchement. Hein. Et alors, derrière ça, il y a une autre image qui se structure, celle de l'entreprise performance, qui vous jette des défis que vous relevez, et qui montre d'ailleurs que vous êtes un type structuré, bien organisé, capable, et mieux que vous vous éclatez dans votre boulot, parce que c'est là que vous vous réalisez vous-même, quand vous êtes capable de relever les défis. Pas vrai? Hein? Donc, par exemple, il faut bannir la sécurité au profit de la mobilité, qui mime à l'intérieur des entreprises la concurrence du marché. Et on suppose que cette mobilité va produire l'enthousiasme du travailleur parce qu'il n'a pas le temps de s'ennuyer. Et attention, un des témoignages recueillis par une des pontes de ces théories du management de performance, qui s'appelait l'américaine Rosabeth Moss-Kanter, il y a un des témoignages qui lui donnait raison. C'est un gars qui disait que lui voyait son entreprise comme un rodéo. Et il disait, le rodéo, ça captive, ça fait marrer, on n'a pas un moment d'ennui, le temps passe à toute allure. Alors, le seul problème, c'est que ce type était lui-même un manager, évidemment. Bon. Alors, il y a quand même eu ensuite beaucoup d'études de fait, en particulier d'ailleurs curieusement en Autriche, pas pourquoi spécialement là, l'étude du manager viré, voyez, qui alors là, lui, retourne complètement sa veste et s'aperçoit qu'il a raconté des conneries pendant 30 ans, ou l'étude du petit manager coincé entre le marteau et l'enclume, et qui en bave, vous savez, le gars qui tient une antenne de carglass ou je sais pas quoi, voyez, et qui est coincé entre la direction et les employés, et qui fait la danse du ventre pour essayer d'accorder tout le monde et que ça marche quand même, et de maximiser les profits, et qui n'y arrive pas. Bon. Et là, évidemment, ça, c'est l'angoisse et le burn-out, mais voir ci-dessus, ça, c'est parce que vous n'êtes pas assez... Hein. Et évidemment, l'autre figure de ça, c'est la créativité. Soyez créatifs. La maximisation, c'est la créativité. C'est à la fois que vous réalisez les profits de l'entreprise et votre propre réalisation intellectuelle. Alors, bon, évidemment, on dirait tout le monde s'appelle pas Einstein, des nouveautés scientifiques, techniques, il n'y en a pas tous les 4 matins. Ben non. Par exemple, il faut être capable de modifier l'organigramme de l'entreprise, des nouveautés organisationnelles, que sais-je. Il faut être créatif. Bon. Alors, bon, les classiques, là, je vous l'explique. Rogers, par exemple, la tendance de l'homme à se réaliser lui-même, à déployer son potentiel.
dans la créativité. D'où évidemment le triomphe de la motivation qui fait le lien entre l'entreprise et puis le potentiel. Bon. Et l'inventeur de ça, enfin le prophète de la classe créative, comme on dit, c'est un type qui s'appelle Richard Florida. Mais avant, l'ancêtre de ça, c'est Maslow. Un type qui justement s'est attaqué aux problèmes de psychologie du travail et ces trucs-là. Et alors là, vous allez voir, la formule canonique de Maslow, elle est intéressante. Ce qu'un homme peut l'être, il doit l'être. Autrement dit, l'entreprise va se charger de faire qu'il soit ce qu'il peut. Bon. Deviens ce que tu es, disait Feudel le regrettait, mais dans cette formule, il ne supposait pas qu'il y avait un manager qui, à coup de pied dans le cul, vous poussait pour que vous y arriviez, vous voyez. Et plus grave donc, enfin plus grave non, mais la suite de ça, c'est évidemment de faire que toute la vie soit imprégnée de cette maximisation. Alors là, il y a deux types qui ont fait un boulot très curieux. Ils ont, s'appellent Frischmann et Selinger, ils se sont attaqués à un problème très simple, c'est les programmes anti-tabac dans les entreprises américaines, dans les entreprises anglo-saxonnes, je vous y parlais un peu du Canada. Alors ça c'est très simple, parce que les gars ont fait une étude chiffre en main, il y en a un qui est philosophe et l'autre juriste d'ailleurs, et ils ont montré, excusez-moi, ils ont montré que, faute d'implication des personnels, c'est-à-dire d'intégrer les personnels à la définition des programmes, à leur fonctionnement, etc., ces programmes avaient une efficacité quasi nulle. Et pourtant, les entreprises continuent à foutre du fric là-dedans. Alors, les deux gars se sont posé une question, pourquoi des maximisateurs à tout craint, eux, foutent du fric dans des programmes qui ne servent à rien? Et donc finalement, une enquête assez facile à faire montre l'inefficacité. Bah, la réponse est simple. C'est pas l'efficacité directe qui est visée, c'est une efficacité indirecte. D'abord, là encore, la faute est rejetée sur les individus. Vous savez que les entreprises anglo-saxonnes payent très souvent, par exemple, des sécus privés, des assurances privées à leurs employés. Donc on leur dit qu'il faut minimiser la dépense pour que l'entreprise se porte bien, donc accroître les profits. Et donc, pour ça, il faut que vous coûtiez le moins cher possible. Et entre autres, fumer, ça coûte cher. Bien sûr, il y a les grosses maladies, cardiovasculaires, tout ce que vous voudrez, le cancer du poumon, mais il y a aussi, par exemple, les pauses. Bon. Donc tout ça, il faut revoir. Donc, programme anti-tabac. Alors on va dire, oui, mais alors pourquoi continuer si ça ne sert pas à grand-chose? C'est une façon de dire aux gens, vous devez maximiser jusque dans votre vie privée. Le gars qui est le philosophe, il a été influencé par Michel Foucault. Vous voyez? Bon. Non pas surveiller et punir comme en prison, dans le livre célèbre de Foucault, mais savoir suffisamment mettre sous pression et surveiller pour que vous vous disiez que vous devez maximiser partout. Et donc voilà, en quelque sorte, voyez, cette maximisation indirecte qui montre bien, si vous voulez, que derrière
la rationalité maximisatrice, eh bien vous avez quoi? Vous avez ce que l'ignoble barbu appelait exploitation, et vous avez bien entendu ici, hein, pour garantir l'exploitation, les moyens de surveiller et punir, pour parler comme le brave Michel Foucault. Et je vous remercie de votre attention en espérant ne pas avoir été trop long. Première question, peut-être, je me lance. Quand tu as présenté toutes ces théories et contre-théories, enfin critique des théories sur la raison maximisatrice, etc., il y a une chose qui frappe, j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans une autre séance, ce qui frappe, c'est, moi je trouve, c'est la faiblesse des argumentations de base de toutes ces théories. Je ne sais pas comment il faut le dire. J'ai l'impression que ça donne l'impression, ces théories, d'être un chapelet d'axiomes sans doute cohérents entre eux. Ça, je n'en disconviens pas. Mais ça ressemble plus à un chapelet d'axiomes qu'à une véritable démonstration liée à la réalité humaine et matérielle. Il y a quelque chose qui me frappe de cet ordre-là. Hein. Peut-être qu'il faudrait y mettre des mots philosophiques là-dessus, à moins que ce ne soit pas ça du tout d'ailleurs. Hein. Si, aussi. Bon, alors, c'est pas très facile. Je vais essayer d'expliquer ça au mieux. Quand on est en physique, si j'ose dire, on tente une explication qu'on vérifie dans une expérience. La lumière est corpusculaire. Si je bombarde une plaque de métal, une plaque d'argent, hein, avec un faisceau lumineux très puissant, ben je vais m'apercevoir que sur la plaque d'argent, il y a des impacts. Et donc, il y a bien des corpuscules dans la lumière. Bon. Voilà. Mais, dans l'économie, et même d'ailleurs dans beaucoup de sciences humaines, le rapport entre la théorie et, entre guillemets, l'expérience, il n'est pas, évidemment pas de ce type. Bien sûr, première raison, l'expérience, on ne peut pas la provoquer. Bon. Hein, artificiellement, comme braquer sur la plaque d'argent le faisceau lumineux. Alors, il ne s'inspire pas tant de ce modèle explication-expérience que j'ai simplifié de la physique que de la logique et des mathématiques. En logique, on peut construire un beau machin avec des axiomes, etc. Hein, et puis ensuite vous dire, ah ben cette très brillante théorie, elle correspond à une autre branche de la logique qui est la logique des connecteurs et des valeurs de vérité des propositions. Bon. Par exemple, hein, l'implication en logique, elle a un côté un peu particulier. En logique, le faux implique le vrai, c'est une implication vraie. Donc, pour reprendre l'exemple habituel, vous voyez, 2 plus 2 égale 5 implique New York est une grande ville, c'est une implication vraie. Bon, le faux implique n'importe quoi, comme il disait avant. Bon. Et donc, on fait un modèle abstrait, et ensuite, on vous dit, ah mais il a une interprétation, il correspond à ça. Voilà. Donc, en économie, ils vous font le même coup.
Ah, l'exemple que je n'ai pas donné, mais qui serait palpitant à suivre, j'ai parlé de l'équilibre général. Il y a... excusez-moi. Deux vedettes, dont un était d'origine française, Arro et Debreu, ont construit dans les années 50 un modèle absolument époustouflant, censé démontrer la théorie de l'équilibre général. Voilà. Ils ont eu le prix Nobel. Le jour où ils ont eu le prix Nobel, Arro, qui était un rigolo, a dit « On aurait mieux fait de nous filer un prix Nobel de mathématiques parce que c'est pas de l'économie. » Pourquoi? Parce que précisément, il le disait lui-même, les axiomes de base de la démonstration de l'équilibre général étaient strictement ininterprétables dans une économie réelle. Bon. Alors, comment ils s'y prennent? Là, puisque, eh bien, c'est un rapport beaucoup plus souple et flou, si vous voulez, que celui de la... Ah, il faut 8 heures? Ah bon. Du coup, je pourrais avoir 2 heures. Moi aussi. Donc, c'est un rapport beaucoup plus flou, hein, évidemment. Bon. Et qu'est-ce qui se passe effectivement en économie? Qu'est-ce qu'on a dit, par exemple, sur le marché à l'équilibre? Est-ce que tu peux interpréter ça sur un marché capitaliste? Bon. Alors, quand c'est comme ça, pour meubler le tout, on fait des grands récits, bon, qui viennent servir d'interprétation. La concurrence, hein, on a vu ça apparaître dans certains, le grand récit de la concurrence qui serait, c'était Friedman, je crois, qu'on faut que les entreprises suivent une concurrence juste, etc. Bon, ça existe, ça. Hein. Et donc on meuble l'écart par des récits. Et à mon avis, c'est l'une des grandes structures des sciences humaines à l'heure actuelle. Et c'est ce qui fait que ça ne marche pas, c'est cette dichotomie modèle-récit, les récits étant censés permettre l'application à des trucs qui s'y prêtent définitivement pas. Voilà, pour résumer un peu la situation. Allez, Ah, voilà, on va malheureusement y mettre fin, donc